Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers étudiants. Pour la suite du cours des troubles du spectre de l'autisme, on avait vu la fois passée la description clinique, le tableau clinique devant un enfant qui est autistique, selon la description de Léo Kanner. Aujourd'hui, on va voir les examens, ou bien l'examen d'un enfant autistique, ou bien un enfant qui a un syndrome autistique. Donc, tous les supports sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite toujours à abonner, mes chers amis, pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et je demande votre part, bien sûr, comme d'habitude, avec maximum de j'aime et de partage, afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. C'est pour votre bénéfice, mes chers amis. Donc, ce que vous devez noter dans cette partie-là, c'est que l'examen, ou bien le diagnostic, ou bien l'examination d'un enfant autistique, c'est un bilan qui est multidisciplinaire. Donc, l'autisme, c'est une pathologie qui est un peu délicate. Là, on nécessite de multiples cliniciens. On nécessite premièrement un bilan clinique chez un pédopsychiatre. Donc, un bilan clinique c'est la pédopsychiatrie premièrement. On nécessite aussi un bilan somatique chez un neuropsychiatre. Donc, un bilan neurologique chez un neuropédiatre plutôt. On nécessite aussi un bilan psychologique. Donc, bien sûr, chez un psychologue. On nécessite aussi un bilan de langage. Donc, un bilan de langage chez un orthophoniste. Et bien sûr, un bilan psychomoteur aussi pour savoir le retentissement de l'autisme selon sur notre patient. Donc, vous voyez là, c'est très compliqué pour poser, pour examiner, pour évaluer l'état d'un patient qui souffre d'un syndrome autistique là. On nécessite l'avis de multiples cliniciens. On nécessite d'un pédopsychiatre, neuropédiatre, un psychologue, un orthophoniste pour le trouble de langage et aussi un bilan psychomoteur. J'ai un psychomotricien, bien sûr. Donc, cet examen clinique, il repose sur l'anamnèse de l'enfant à travers les parents. Donc, on va voir l'anamnèse des parents pour retenir ou bien pour acquérir tous les signes cliniques. Donc, et bien sûr, sur l'examen clinique actuel qui permet d'orienter le diagnostic vers une catégorie des troubles, donc soit un syndrome, ou bien un syndrome autistique, ou bien un syndrome d'Asperger comme nous allons voir dans la suite, ou bien malheureusement du syndrome de Rett, qui témoigne aussi avec des lésions somatiques, malheureusement, comme on va voir. Donc c'est les deux critères, c'est de l'anamnèse des parents et d'examen clinique, comme on avait dit, qui est multidisciplinaire afin de poser de quel diagnostic exact s'agit-il, de quel trouble dans le spectre autistique s'agit-il devant notre patient. Donc ça, c'est premièrement. Premier diagnostic, le trouble autistique. Donc le fameux syndrome, le trouble autistique. Donc le diagnostic repose sur les critères suivants. Donc chez un patient qui est autistique, donc là, l'apparition du trouble elle se survient avant l'âge de 3 ans. Notez ça bien. Ça, ce sont les critères de diagnostic. Une altération qualitative et interactive sociale. Une altération qualitative de la communication et du langage. Donc basé sur 2 points, bien codé de 2 points, un comportement, un intérêt et activités qui sont restreints. On avait dit que la notion de lowness, je vous invite à consulter la première partie, la notion de la stéréotypie et la notion de répétition, le syndrome répétitif. Donc tout ça, ça va rentrer dans le diagnostic. Et pour cela, on avait basé sur la description clinique dans la partie précédente. Et donc, c'est l'autisme de Léo Kanner. Donc, ces critères ils sont décrits de façon très fidèle de l'autisme chez Léo Kanner. Donc, premièrement, les troubles vont apparaître avant l'âge de 3 ans. Donc, c'est une pathologie qui s'apparaît au début de vie. Dans les 3 premières années, les notions, selon Léo Kanner, la notion de lowness, ou bien de la stéréotypie, la notion du sameness, de la répétition, et bien sûr les troubles de langage et la qualité
de la vie du patient. Donc tout ça, ça va rentrer dans le diagnostic de l'autisme chez l'enfant. Donc premièrement, le trouble autistique. Autre pathologie, deuxième pathologie qui va rentrer dans le spectre de l'autisme, c'est malheureusement le syndrome de Rett. Et là, malheureusement, donc, il se caractérise par un développement qui est normal. Donc, premièrement, le développement là, il est normal. Et l'âge de 2 mois, plutôt de 6 mois à 12 mois. Donc, un développement normal dans les premiers mois de la vie. Donc, c'est de 6 à 6 mois qu'en fourchette. Après ça, on va noter l'apparition d'une période initiale. Après ce développement normal, on va voir un ralentissement de la croissance de la boîte crânienne. Les premiers symptômes apparaissent dans le syndrome de Rett. Donc, c'est le ralentissement de la croissance crânienne et aussi c'est la perte de compétences manuelles, intellectuelles. Elles sont remplacées par des mouvements stéréotypés. Donc là, vous voyez des mouvements stéréotypés, torsion des mains et lavage des mains, comme vous voyez à gauche dans l'illustration. La perte de langage, malheureusement, qui est déjà acquis. Donc, c'est un développement au début qui est physiologique. Après ça, c'est la dégradation intellectuelle, notée avec la diminution de croissance crânienne. Malheureusement, elle est caractérisée, comme vous voyez dans le tableau clinique, par des mouvements des mains qui sont stéréotypés. Donc, soit la torsion, soit du lavage. La perte du langage, elle va survenir ensuite. Et l'apparition d'une incoordination à la marche. Malheureusement, le patient va perdre la marche, des mouvements du tronc, une ataxie. Et après cela, c'est les difficultés sociales, difficultés physiques majeures. Le patient peut développer des crises épileptiques, peut développer de la scoliose. Et après ça, un retard mental, malheureusement, qui est très, très profond. Au syndrome de Rett, donc là, il s'agira d'un syndrome qui peut être inclus comme pathologie pédiatrique. Là, il s'agit malheureusement d'un trouble ou bien un retard mental profond avec des handicaps, des ataxies, des épilepsies, des scolioses. Donc là, c'est un terrain foudroyant, un tableau clinique, malheureusement, devant un syndrome de Rett. Donc, deuxième diagnostic à poser dans le spectre, ou bien dans la pédopsychiatrie, les pathologies de l'enfant dans le spectre de l'autisme, c'est deuxièmement le syndrome de Rett. Donc j'espère que c'est clair concernant le syndrome de Rett. Le patient là, malheureusement, il va subir un retard mental qui est profond. Troisième pathologie, c'est le trouble désintégratif de l'enfant. Donc, il est caractérisé, comme vous allez voir, une période de développement normal en moins de 2 ans. Donc, dans la pathologie ou bien dans le syndrome de Rett, c'était la fourchette entre 6 à 12 mois où le développement était normal. Après cela, il va être suivi par les pathologies qu'on avait vues. Mais maintenant, dans le trouble désintégratif de l'enfant, il se caractérise par une période de développement normal, c'est au moins 2 ans. Après ça, malheureusement, on va noter l'installation d'une désintégration, c'est de là la nomenclature trouble désintégratif, de la compréhension acquise, de langage, des compétences sociales, des contrôles sphinctériens malheureusement. Donc là, l'enfant, il va se dégrader de tout ce qu'il a requis, tout ce qu'il a appris dans les 2 premières 2 ans de la vie. Et là, le syndrome, il est caractérisé par 3 grands syndromes de l'autisme. Donc, il ressemble à l'autisme, mais notez bien, c'est avec un développement qui est très normal, en moins de 2 ans. Donc ça, ce qui différencie entre le syndrome des intégratifs de l'enfant avec du syndrome autistique. Donc, les 3 signes majeurs qui sont accompagnateurs de l'autisme, c'est l'altération qualitative et interactive sociale, l'altération quantitative de la communication, des troubles de langage et des troubles de comportement. Donc là, on a aussi la notion de la stéréotypie, donc avec les 2 types, stéréotypie motrice et la stéréotypie maniérisme. Donc, vous voyez là les critères de ressemblance avec le trouble autistique. Donc,
Troisième pathologie qu'on peut noter chez l'enfant, c'est le trouble désintégratif de l'enfance. Quatrième pathologie, là, c'est le syndrome d'Asperger. Et là, on note pas un trouble ou bien un retard mental. Au contraire, là, ce sont des enfants qui sont très intelligents. Donc là, le trouble, le syndrome d'Asperger, donc c'est un trouble qui se manifeste dès la petite enfance. Donc là, on note le trouble pas dans les capacités intellectuelles. Les patients là, ils sont d'un niveau d'intelligence qui est normal ou bien un niveau qui est haut d'intelligence. Donc c'est l'altération des capacités sociales et comportementales. Donc il n'y a pas ni de retard mental, ni de trouble de langage, ni altération, ni de comportement qui est adaptatif, sauf dans le domaine de l'interaction sociale. Donc le patient là, il va avoir des problèmes dans le comportement, dans les relations sociales. Donc c'est un trouble qui va atteindre la vie sociale du patient, mais sans altération ni de capacité mentale, ni de capacité de langage, ni pas de trouble, comme on avait vu dans la stéréotypie. Donc faites attention, c'est un diagnostic différentiel avec de l'autisme. Donc, on note là un critère différentiel entre l'autisme de haut niveau et le syndrome d'Asperger. Donc faites attention dans vos cas cliniques. En l'autisme, comme on l'avait dit, il existe la notion du trouble de langage durant l'enfance. Par contre, là, durant le syndrome d'Asperger, il n'y a ni atteinte de langage, faites attention, ni trouble mental, ni trouble comportemental, sauf, je répète, c'est la vie sociale. Ah, le patient, il va être isolé de son entourage. Donc faites attention, c'est du diagnostic différentiel avec le trouble de ou bien le syndrome autistique dans le autisme. Donc comme diagnostic différentiel avec le syndrome d'Asperger, c'est le langage qui va être altéré au niveau de l'autisme, mais non dans le syndrome d'Asperger. D'autres pathologies là qui peuvent atteindre le patient durant l'enfance là. Donc on peut noter donc troubles qui sont non spécifiques. Donc, on note premièrement les troubles envahissants du développement. On note de la schizophrénie ou bien de la personnalité schizoïde. Donc, tout ça, ce sont des syndromes, des pathologies à rechercher dans le spectre de l'autisme. Donc, si on récapitule, on a le trouble autistique ou bien du syndrome autistique. On a deuxièmement le syndrome de Rett, malheureusement. C'est les lésions là qui est le plus grave, c'est les lésions gravissimes selon le retard mental. On avait puis troisièmement trouble, le trouble désintégratif de l'enfance. Le syndrome d'Asperger, c'est le plus conservateur selon les capacités mentales. Il n'y a pas du retard mental. D'abord, on avait dit que c'était un diagnostic différentiel avec de l'autisme et bien sûr de la schizophrénie, d'autres troubles de développement avec les personnalités schizoïdes. Donc, avant de conclure ce cours, on va voir la démarche diagnostique, les examens et les bilans à réaliser devant un trouble du spectre de l'autisme ou bien un syndrome autistique. Donc, on avait dit que, premièrement, on nécessite un bilan somatique. Donc, chez un neuropédiatre, faites attention. Donc, il recherche des anomalies neurologiques, un déficit moteur, un déficit musculaire, l'existence de la commercialité. Je vous invite à consulter le cours de l'épilepsie qui est la pathologie juvénile. Il peut s'agir là du diagnostic différentiel. C'est à rechercher. L'existence de commercialité, c'est bon. Un déficit sensoriel. Il peut s'agir là de la surdité ou bien d'un trouble visuel devant l'autisme. D'abord, on avait dit que l'enfant semble à ne pas entendre et ne pas voir. Donc, on cherche de la surdité et des troubles visuels. D'autres syndromes là, ils sont à rechercher. Donc, les maladies ou bien les anomalies génétiques, je vous invite à consulter les maladies génétiques. C'est toujours disponible dans la playlist de génétique. C'est le syndrome de l'X fragile, la trisomie 21 et comme on a vu du syndrome de Rett. Donc tout ça, ce sont des pathologies somatiques malheureusement avec un retentissement
qui est aussi somatique, pas seulement un retentissement comportemental et psychiatrique. Donc, premièrement, le bilan somatique recherche toute pathologie et toute lésion neurologique, surtout de la commercialité et du trouble visuel et trouble sensoriel. Deuxième bilan, c'est le bilan somatique. Donc, les premiers examens complémentaires qui sont systématiques, un bilan oral, toujours pour rechercher la lésion ou bien notion de surdité. L'audiogramme, le potentiel évoqué auditif, c'est toujours pour l'exploration de l'audition. Un bilan ophtalmique, un électroencéphalogramme, de veille et de sommeil pour rechercher de la commercialité. Je vous invite toujours à consulter le cours des crises épileptiques et un bilan biologique de base et le karyotype, bien sûr, pour rechercher les anomalies chromosomiques. Et tout ça, on avait vu en génétique. Donc, les examens de seconde intention, c'est l'IRM cérébral pour le dépistage d'anomalies, ou bien pour l'investigation des crises commerciales, l'imagerie fonctionnelle pour rechercher des troubles neurologiques. Donc, premièrement, éliminer toute pathologie qui est somatique. Donc, un bilan somatique, je répète, chez un neuropédiatre. Donc, ça, c'est le premier bilan. Deuxièmement, un bilan psychologique. Donc, son but, il a deux objectifs. Sur chez un psychiatre, c'est évaluer le niveau intellectuel de l'enfance lorsque cela est possible. On avait dit qu'il existe des syndromes comme le syndrome d'Asperger ou des capacités mentales ou bien il n'y a pas de trouble mental. Deuxièmement, le but de bilan psychologique, c'est d'apprécier les caractéristiques de la personnalité de l'enfant, étudier plus finement les mécanismes psychopathologiques à l'œuvre. Donc, on a plusieurs tests. Le test MCHAT, eh bien, le test CARS. Donc, tout ça, ce sont des tests pour évaluer le niveau intellectuel et la personnalité des troubles psychopathologiques chez l'enfant. Troisièmement, un bilan psychomoteur. Il est également important à réaliser de manière précise car il nous renseigne sur la manière d'où l'enfant investit son corps. On avait dit qu'il existe une anosognosie chez les patients autistiques. Ils ont du mal à percevoir ses membres ou bien ses corps. Donc, il a du trouble même de la sensibilité, comme on avait dit dans la description, dans la partie précédente. Donc, on doit faire le recours aussi quatrièmement vers un bilan psychomoteur. Et dernièrement, c'est le trouble de langage. C'est très important. D'abord, c'est une compétence. Bien, le langage, c'est la manière pour communiquer. Donc, entre le patient et son entourage. Un trouble de langage, là, ça va rendre le patient autistique qui a du mal, qui, a, qui est très mal compris. Il a du mal à comprendre aussi. Donc, ça, c'est un handicap majeur devant les troubles de langage, verbal et non verbal. Bien sûr, cette évaluation se fait chez un orthophoniste. Donc, en conclusion, on note l'importance de la prise en charge qui doit être effectuée le plus précocement possible. Les pathologies infantiles ils sont à traiter le plus précocement pour ne pas laisser les symptômes se traîner encore et encore. Et c'est une coordination du groupe qui est multidisciplinaire. On note la présence, ou bien la contribution du neuropédiatre, du psychologue, de l'orthophoniste, du psychomotricien, de l'ergothérapeute, l'éducateur ou bien de l'infirmier. Donc vous voyez là, c'est une prise en charge lourde et nécessite la notion ou bien multidisciplinaire pour la prise en charge. Et on note aussi là l'importance du dépistage parce que l'autisme est en train de croître. Encore et encore, on a vu dans les notions épidémiologiques la croissance de la prévalence avec le temps. Donc c'était un nouveau-né sur 150 habitants. Et donc ça, c'est du dépistage qui doit être précoce par le pédiatre. Donc ça, c'est le but. Donc le pédiatre ou bien le médecin, le professionnel de santé, il doit savoir poser le diagnostic et savoir les signes, comme on avait dit dans la description clinique dans la première partie. Donc afin de trouver le contact
avec l'enfant et poser le diagnostic le plus précocement possible. Donc ça, c'est tout pour les troubles du spectre autistique. J'espère que les deux parties sont claires. J'espère que les vidéos sont bénéfiques. Je vous rencontrerai très prochainement, mes chers amis, dans d'autres cours. Merci pour votre attention et à la prochaine.